On est en train de virer fou, là. Mathieu Bock-Côté. Les règles, c'est pour le citoyen ordinaire, la volaille consentante qu'on peut plumer en toutes circonstances. Ça, les règles, c'est pour ces gens. Richard Martineau. C'est la queue qui agite le chien maintenant. Aïe, 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 aïe. C'est la même logique qui s'applique dans tout et on n'en sort pas. La rencontre Martineau-Bock-Côté. Mathieu, ce matin, Pascal Bérubé du PQ dépose une motion, je vais la lire. Nous voulons que l'Assemblée nationale affirme que les débats portant sur les politiques d'immigration et les conditions d'accueil au Québec sont souhaitables et légitimes. Et nous voulons que l'Assemblée nationale affirme que plaider pour une réduction des niveaux d'immigration n'est pas une forme d'intolérance. C'est un peu un message que le PQ envoie, entre autres, à la gang de Gabriel Nadeau-Dubois. Peut-on, s'il vous plaît, discuter d'immigration franchement en se disant les vraies affaires sans avoir peur de se faire traiter de tous les noms? Qu'est-ce que tu penses de cette motion-là? Bien sûr, c'est symbolique, là. Oui, mais alors, j'espère, comment dire, je trouve que c'est une louable initiative de la part du PQ, mais ça aboutira pas. Pour une raison simple, c'est que la question de l'immigration, c'est la grande question clivante de notre époque. Il suffit de voir comment ce débat-là s'est fait en Europe pour voir à quel point on n'est pas au bout du tunnel, on n'est pas au bout du chemin chez nous. Je m'explique. D'abord, il y a une interdiction d'en débattre. Il y a l'immigration, donc il y a deux choses. Soit on nous dit qu'il n'y a pas d'immigration massive, donc circuler, il n'y a rien à voir, c'est un phénomène mineur. Soit on nous dit qu'il y en a une, mais c'est fondamentalement positif et c'est absolument merveilleux, donc de quoi voulez-vous parler? Si vous avez la moindre réserve, c'est que vous êtes déjà xénophobe. Ensuite, on commence à constater que ça fonctionne pas très bien. Manifestement, ça dérègle la société. Donc là, il y a l'élément 2, on nous dit, en fait, c'est pas parce que c'est pas l'immigration le problème, c'est qu'on intègre mal. Et pourquoi on intègre mal? Non, ça n'a aucun lien avec le fait qu'il y a une différence culturelle très marquée, presque de civilisation quelquefois, avec ceux qui arrivent. Non, ça n'a aucun lien avec le fait qu'on en reçoit tellement qu'on ne pourrait pas bien intégrer, même si on avait le meilleur système sur Terre. C'est parce que notre société est fondamentalement discriminatoire, raciste, intolérante. Donc, nous devons nous réformer nous-mêmes pour réussir l'intégration. Le problème de l'intégration, c'est pas ce qui arrive de l'extérieur, c'est qu'on n'est pas disposé correctement à l'endroit de cette réalité. Et là, quand on arrive au terme de ça, puis il y a des gens qui commencent à voter politiquement, ils votent pour des partis qui expriment un malaise, et bien là, on les culpabilise en disant, mais c'est bien, vous voyez la preuve qu'ils étaient racistes, ils votent pour des partis que le système a étiquetés racistes, xénophobes, et ainsi de suite. Et il y a, faut pas l'oublier, il y a des facteurs qui s'allient là-dedans. Il y a ce que j'appelle la droite patronale Elvis Gratton, qui dit, nous, l'immigration massive, on est favorable parce que ça permet d'avoir une pression à la baisse sur les salaires, et ça permet par ailleurs ça nous décharge de la responsabilité de moderniser nos entreprises, faire des gains de productivité, parce qu'on a ici la main-d'œuvre à bas marché, à bas salaire qu'on voudrait. Puis il y a la gauche immigrationniste qui est fondamentalement antinationale et qui nous dit, mais nous, on est contre l'idée même de frontières, finalement, sauf s'il s'agit de faire un Québec socialiste. Bon, alors tu mets tout ça ensemble et ça fait un débat qui est empêché. Alors, à ceux, je comprends le PQ de dire, s'il vous plaît, arrêtez de nous insulter. OK, je comprends. Je pense que c'est de bonne politique de rappeler que les autres ne savent pas débattre. Une fois que c'est dit, si vous voulez vraiment réduire les seuils d'immigration, si vous voulez vraiment finir avec l'immigration massive qui déstabilise tout, eh bien, acceptez de vous faire traiter de raciste. Acceptez. C'est pas agréable. Hein. C'est faux. On sait que c'est faux. Mais si en ces matières-là, si on n'accepte pas de se faire traiter de raciste, de xénophobe, de fermé, d'intolérant, d'extrême droite, si on a tellement peur de se faire traiter de tout ça qu'on décide de rien faire, eh bien, et qu'on multiplie les manœuvres pour éviter les insultes, alors on fera rien. On ne fera rien. Il faut accepter les insultes. Je dis ça sans bonheur. Hein. Je m'y connais en matière d'insultes qui me tombent dessus pour avoir dit 2-3 affaires. Je pense que la condition de l'action politique aujourd'hui, c'est consentir à la possibilité de sa diabolisation en se disant qu'on va être plus fort que ça. C'est pas gagné comme pari, mais c'est le seul à tenir. Écoute, cette semaine, tu as reçu à ton émission à Cube Yann Sénécal
et Maxime Bernier. Et tu parlais d'immigration avec eux. D'ailleurs, je te trouve très, ouvert d'esprit quand même. Il y a des gens qui te recevraient pas à leur émission, mais toi, tu reçois des gens qui sont peut-être à l'opposé de tes opinions, puis tant mieux. De l'opposition, les idées naîtra la lumière. Donc, tu avais Yann Sénécal et Maxime Bernier. Et Yann Sénécal te disait, écoute, on a besoin d'immigration, on ne fait pas d'enfants. À un moment donné, là, on fait plus d'enfants, il y a plus de gens qui décèdent que des gens qui naissent. Si on veut subsister, on a besoin de l'immigration. T'en penses quoi? Je pense que c'est faux. Ça repose sur une vision tronquée ou très partielle de l'être humain. Les êtres humains, c'est pas simplement des populations interchangeables. Ah, il en manque 1 million ici, il en manque 2 millions là, peux-tu faire venir 2 millions, 1 million là, puis là, on va combler, on va patcher les trous. C'est pas des morceaux de robot qu'on achète pour être capable de patcher les choses. À un moment donné, si moi je dis toujours l'exemple suivant, si le Maroc était peuplé de Danois, ça ne serait pas le Maroc. Ce serait une extension du Danemark. Si le Japon était peuplé de Chinois, ça ne serait plus le Japon, ça serait une forme de nouvelle Chine. Un pays, c'est pas une population indéterminée. C'est un peuple avec une culture, une histoire. Mais la France a réussi à transformer Yves Montand, qui était italien, en français, encore plus français que les Français. Réussi à transformer des gens comme Aznavour, qui était un Arménien, en français. Tu comprends, là, ils l'ont fait. Mais t'as absolument... oui, ils l'ont fait. Le font-ils encore? Alors, il y a 2 choses. Premièrement, c'était des populations qui venaient du même bassin civilisationnel, disons ça comme ça. Donc, la distance culturelle entre un Italien et un Français est moins grande qu'entre un Français et puis un Pakistanais, disons ça comme ça. Ensuite, c'était, dans le cas d'Aznavour, d'autres, des populations chrétiennes. On dit, religion, faut pas parler de religion. Évidemment. Mais il y a un contexte de civilisation, il y a le fait est que ça existe, que le partage de références civilisationnelles favorise l'intégration. Il y a un tronc commun. Voilà. Ensuite, on peut transformer un musulman, on peut transformer un Pakistanais, on peut transformer... je fais la liste de tous les gens qui sont très loin culturellement du Québec ou de l'Occident. On peut les transformer en Québécois. Je dis, moi, c'est pas une question de race. Mais c'est une question de capacité. Mais l'effort à faire pour être capable de l'intégrer va être beaucoup plus élevé et il faut que le contexte soit favorable à l'intégration. Or, aujourd'hui, le contexte n'est plus favorable à l'intégration. Pourquoi? Nos sociétés, je reviens sur la question de la natalité dans un instant. Nos sociétés sont vieillissantes, un peu fatiguées, écrasées par un système bureaucratique, écrasées par une conception de l'état de droit, pas par le vrai état de droit, par une conception de l'état de droit qui paralyse l'action politique et qui décourage, qui défavorise l'intégration. Nos sociétés sont plombées par un multiculturalisme officiel qu'on nomme quelquefois interculturalisme, qui dit aux gens, restez dans votre communauté, ne vous intégrez pas à la majorité. Nos sociétés vivent dans un environnement technologique aujourd'hui où il est tout à fait possible de s'installer dans un pays puis de continuer à vivre dans le sien sans même faire un effort vers le pays qui nous accueille. Donc ça, c'est le satellite a rendu compliqué l'intégration. Il y a des populations tellement élevées qui arrivent qu'il est facile de reconstituer dans le pays où on arrive une communauté d'origine et on n'a pas à interagir avec la société d'accueil. Donc, le contexte plus large est très défavorable à l'intégration aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on n'en intègre pas plusieurs. Imagine que là, je donne des chiffres de manière un peu abstraite, mais imagine que sur 100 000, t'en intègres 30 000. Ça fait du monde, 30 000. C'est beaucoup de monde, 30 000. C'est significatif, 30 000. Mais il y a quand même 70 000 de l'autre bord qui ne sont pas intégrés. Puis qui, dans le contexte canadien, par ailleurs, s'anglicise et se canadianise. Donc, à l'argument... Donc, moi, le fait est que la question de la natalité est une question à part entière. Est-ce que nos sociétés vont être capables de relancer la natalité? Ça ne me semble pas du tout impossible. Des politiques favorisant la natalité, des politiques natalistes, c'est possible. Je ne dis pas que ça suffit à tout, hein. Tu ne donnes pas aux gens le désir d'avoir des enfants simplement parce que tu donnes les moyens financier public de le faire. Mais, c'est quoi la fonction d'une politique nataliste? C'est normalement de permettre de combler le nombre d'enfants atteints par le désir, et la distance entre ça et le désir d'enfant. Puis ce qu'on constate, c'est que la plupart des gens voudraient normalement au moins un enfant de plus. Mais pour ça, il faut leur donner les moyens de favoriser l'accueil de ce nouvel enfant. Ensuite, moi, comme je dis, je fais la morale à personne là-dedans. Les enfants, c'est bon pour certains, c'est pas bon pour d'autres. Tu sais, je comprends que c'est compliqué. Mais comme société, il est possible de faire davantage pour être capable de favoriser la natalité. Mais ce qui est certain,
c'est que si on se retrouve à cause de 30 ou 40 ans d'irresponsabilité migratoire, à faire en sorte que la majorité historique francophone au Québec ne soit plus qu'une minorité dans 50 ou 60 ans, eh bien, le résultat à l'échelle de l'histoire, c'est que pour opérer une transition économique qu'on n'aura pas réussi à faire autrement en modernisant nos infrastructures, en améliorant la productivité, le résultat, c'est qu'on va devenir minoritaire chez nous. Et je connais aucun peuple dans l'histoire qui est heureux de devenir minoritaire chez lui. Mathieu, corrige-moi si je fais erreur, mais j'ai l'impression, en lisant les magazines et les journaux français, que même la gauche en France commence à comprendre qu'à un moment donné, il doit avoir un plafond à l'immigration et qu'il faut tenir compte de la capacité d'accueil. On dirait que ça commence à percoler chez une gauche en France. Alors, je te dirais oui et non. C'est-à-dire que celui qui fait ce constat est chassé de la gauche. C'est-à-dire un Michel Onfray, qui se veut un homme de gauche, là, il le répétait assez souvent, on va venir par le croire, le jour où il a rompu avec le dogme immigrationniste, la gauche a rompu avec lui. Alain Finkielkraut ne cesse de répéter qu'il est de gauche, puis il tient de gauche, tout ça. Le jour où il a rompu avec l'immigration,isme, la gauche a dit « tu n'es plus des nôtres ». Donc, quand Fabien Roussel... Éric Nolot, la même chose. Éric Nolot, même chose. Fabien Roussel, le chef du Parti communiste, qui a dit, lui c'est particulier, il a dit la classe ouvrière parle français, et puis il avait dit, au moment de la campagne présidentielle, une bonne viande, un bon fromage, un bon vin, tout le monde devrait avoir accès à ça. Pour avoir rompu sur ce coup-là, avec l'espèce de mode éco-quinoa, puis avoir porté le symbole de la gastronomie française, donc pas étrangère dans l'espace public, on lui a dit qu'il était sur le bord du basculement fascisant et le pénisant. Donc, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, pour la gauche, si tu deviens responsable en matière d'immigration, tu n'es plus de gauche. Donc moi, c'est pour ça. Puis par ailleurs, étant personnellement indifférent au fait d'être de gauche, de droite, en haut, en bas, à droite, select start, je m'en fiche, mais complètement. Je constate que pour mes amis qui se veulent de gauche, c'est vu comme un écartèlement. Donc, ils disent, oui, mais je veux limiter l'immigration massive, mais je suis pour la laïcité, mais je suis pour la redistribution de la richesse, mais si, mais ça. Dans les faits, c'est la gauche qui décide qui est avec elle. Et aujourd'hui, quelqu'un qui rompt avec l'immigration massive est une personne qui rompt pratiquement avec la gauche. Écoute, Mathieu, dernière heure, là, au moment où on se parle, tu as certainement lu ça, une autre enseignante qui a été poignardée en France. Ça vient de tomber, j'ai vu ça dans le Figaro, ça n'a aucun bon sens. Une autre. Et là, on attend les détails à venir, là. Et écoute, tu le disais toi-même, là, maintenant, les attaques, c'est plus au fusil, c'est au couteau. Et encore, là. Ouais, j'attends d'avoir le détail parce que je n'avais pas vu passer cette histoire-là, je regarderai. Mais ce que je sais, c'est que là, les attaques au couteau, il y a une véritable épidémie en France aujourd'hui. Aussi à Londres, soit dit en passant, mais en France, c'est devenu un sujet politique. Donc, on essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe à travers ça. Certains ont des hypothèses. Mais ce que je note, c'est qu'il y a véritablement une forme de violence endémique dans la société qui aujourd'hui structure tout l'imaginaire politique. Pour une raison simple, c'est que quand on sort de chez soi, on n'est plus en sécurité. Je vais te lire. L'enseignante poignardée en Maine-et-Loire, le lycéen mis en examen pour 3 tentatives d'assassinat. Il s'agit d'un acte prémédité de la part de cet élève qui n'avait jamais été signalé à l'autorité judiciaire, selon le procureur de la République d'Angers. Alors voilà, malheureusement. Je regarderai. On en reparlera demain quand on en saura davantage avec... je regarderai le dossier, je te le présenterai demain sans faute, je regarderai ça. Mais qui nous aurait dit qu'être enseignant est maintenant un métier dangereux? Dangereux pour ta sécurité physique. Rapidement, 15 secondes. En 15 secondes, et le nombre de profs que je connais qui disent « Désormais, nous savons, nous sommes plus en sécurité, qu'on aborde certains sujets, on peut en payer le prix vraiment. Ça, les enseignants aujourd'hui font un métier à risque, on ne l'aurait pas vu venir. » C'est complètement délirant. On se croirait aux États-Unis. Bientôt, les enseignants vont avoir quasiment des gilets par balle ou par couteau. Merci, Mathieu.